Je suis en compagnie de Mme Louise Tremblay-Descambre, qui est notre présidente d'honneur, qui nous a fait l'honneur d'accepter ce rôle-là cette année. Donc, vos impressions du Salon du Livre de la Côte-Sud, cette 22e édition? Moi, les salons en région, comme je disais tantôt, c'est mes salons préférés. C'est les salons où on a le temps de rencontrer les lecteurs. Dans les grandes villes, c'est 2 minutes, c'est un petit peu fou, ça va avec le rythme de la ville finalement. Mais en région comme ça, quel que soit l'endroit, on prend le temps de jaser avec les gens, c'est le fun. Puis, en fait, nous autres, c'est un travail de solitaire qu'on fait, mais on le fait pour les autres aussi. Le comédien a le privilège d'avoir des applaudissements puis de savoir si sa prestation a plu ou pas. Nous, nos applaudissements, en quelque sorte, c'est les gens qui viennent nous voir dans les salons, qui nous disent « Ah, j'ai aimé tel livre, j'ai aimé mieux l'autre. » Bon, qui viennent jaser avec nous autres. Moi, c'est ma piqûre d'adrénaline, là. Si vous saviez à quel point j'ai hâte d'être devant mon ordi demain matin, là, ça n'a pas de bon sens. Ça vous donne finalement une grande motivation. Oh oui, oh oui, oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais que vous nous présentiez un peu votre histoire à vous, qui vous êtes et comment vous avez commencé à écrire. Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre de l'écriture? La piqûre de l'écriture me vient de mon père, qui est un conteur extraordinaire, qui est toujours vivant. J'ai ce privilège de l'avoir, il a 96 ans. Il me racontait des histoires quand j'étais petite et des histoires qui n'avaient aucune image, vu que c'est lui qui les inventait pour moi. Alors, les images, c'est ma tête qui les faisait. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que vers l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai décidé à mon tour que j'allais écrire des histoires et fabriquer des images. Et j'ai jamais arrêté depuis. Ça s'est précisé au secondaire, où j'ai pris conscience que j'aimais toutes les formes d'écriture. C'est pas juste une composition française, mais je disais « youpi » pour une dictée. J'aimais ça parce que là, c'était ce que d'autres avaient écrit, puis on me l'offrait. J'aimais faire des dissertations, j'aimais faire des travaux longs. Dès qu'il est question de jouer avec les mots, puis je prenais conscience de l'infinie possibilité des mots. Finalement, notre vocabulaire, il n'est pas si étendu que ça, mais qu'on utilise des mots à l'intérieur d'un poème, ou si on utilise les mêmes mots à l'intérieur d'une dissertation, c'est les mêmes mots, ils n'ont pas le même sens, ils n'ont pas le même pouvoir d'évocation. Ça dépend comment on les emploie. Puis c'est vraiment à partir du secondaire que j'ai pris conscience de tout ça. Puis bon, je me suis mis à l'écriture vers l'âge de 30 ans, ensuite à l'annonce du prix Robert Clich. Moi, j'habitais la région de Québec. C'était remis au Salon du Livre de Québec à l'époque. Alors, on était en octobre, la date de tombée était en janvier. J'ai dit, ah, pourquoi pas? Et c'est comme ça que ça a commencé. Et là, devant moi, vous avez les 2 premiers tomes de... excusez. Les héritiers du fleuve. Je cherchais mon premier mot. Alors, racontez-nous un peu le synopsis de cette belle histoire. Est-ce que ça va être une trilogie? Non. Non? Okay. 4 tomes. Les héritiers du fleuve. On est à la fin des années 1800. À l'époque où finalement le contact entre les 2 rives du fleuve était plus simple qu'aujourd'hui. Il y avait des goélettes, il y avait des pêcheurs, ça se promenait beaucoup plus librement d'une rive à l'autre que ça peut se faire aujourd'hui. Moi, au départ, j'ai cantonné ça dans ces années-là parce que je voulais vraiment me détacher des mémoires d'un quartier où tout le monde me disait « on voudrait avoir une suite ». Puis j'ai dit « là, je vais aller en 1887 ». Ils sont pas nés, fait que je peux pas les ramener. D'aucune façon, ils sont pas encore là. Alors, puis... moi, ça m'a apporté une nouvelle dimension à l'écriture au niveau de la recherche. C'est plus loin, la recherche est plus difficile à faire. Bon, mais je suis en train d'écrire. Je suis avec Mathieu, il s'en va récolter son avoine. 1887. Je me ferme les yeux, je vois un vieux tracteur tout rouillé. Je pars à rire. Je dis, ben non, il n'y en a pas de tracteur à cette époque-là. Alors là, je me mets à faire des recherches. Je me suis procuré plusieurs bouquins d'une série, des publications du Québec, aux limites de la mémoire. C'est des photos. Puis chaque livre a un thème. Les pêcheurs sur le fleuve de telle année à telle année, la vie rurale de telle année à telle année, la vie dans les quartiers ouvriers de Montréal, la vie de... Bon. Et à partir des images qu'il y a dans ça, je vais avoir un nom, je vais avoir un... Là, je m'en vais sur Internet, puis là, je peux peaufiner puis fouiller un peu plus. Alors, du moment où j'envoie mon personnage récolter son avoine à 10 h le matin, je sais pas trop quoi écrire parce que je peux pas avoir d'image qui me vient en tête, je connais pas ça. 2-3 heures plus tard, j'ai du matériel pour faire 5-6 pages d'écriture.
Puis finalement, j'ai appris plein de choses. Je trouve ça, je renoue avec le plaisir brut de l'écriture dans cette série-là. J'adore ça. 3 femmes au départ. Victoire, Alexandrine et Emma. Emma, Côte-du-Sud, avec son Mathieu, qui voulait devenir cultivateur. Puis à Charlevoix, bon, la culture, c'est plutôt des terres de roche. Il apprend qu'il y a une ferme qui est à vendre ici, alors il traverse avec sa promise, s'installe ici. Alexandrine et Victoire sont restées dans Charlevoix. Alexandrine, profondément amoureuse de son mari. Parce que souvent, on nous présente les couples de l'époque comme étant des mariages plus de raison que d'amour. Mais des mariages d'amour, il devait bien en avoir à cette époque-là aussi. Puis ça, c'est un couple là, profondément amoureux. Et il y a Victoire, beaucoup plus jeune que son mari, 2 fois veuf, pas d'enfant. Elle se marie avec lui, pas d'enfant. Alors là, tout le monde autour d'eux dit, ben, pauvre Albert, il a marié 3 femmes stériles. Parce qu'à l'époque, c'était les femmes qui ne pouvaient pas. C'était eux autres le problème. Alors bon, alors c'est les 3 femmes. Moi, ma Victoire, ben, pour pallier au manque d'enfants dans la maison, ben, elle devient une Madame Vachon en 20 ans. Elle fait de la pâtisserie. Et il y avait le tourisme était quand même très développé, même à la fin des années 1800 dans Charlevoix. Donc, avant ça, aux auberges, puis avant ça, puis là, à un moment donné, on va voir apparaître le manoir Richelieu, puis bon, toutes ces choses-là. Alors, je saupoudre l'écrit de petits détails d'époque pour se mettre en contexte, mais l'important pour moi, c'est vraiment les émotions des personnages. Ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, adapté à l'époque, oui, mais finalement, ce qui est en dedans, ça, qu'on soit un homme des cavernes ou aujourd'hui, une histoire d'amour, ça restera toujours bien rien qu'une histoire d'amour, puis l'intériorité, pour moi, est ce qu'il y a de plus important. Ces personnages-là vivent à une époque où la vie était relativement assez difficile. Quelles sont les épreuves qu'ils devront traverser brièvement? Tracez-nous des exemples de vos personnages, des situations qu'ils vont vivre à travers leur histoire. Des maternités non voulues et dangereuses, où le médecin dit au mari, ça serait mieux qu'elle arrête d'avoir des enfants, elle va y laisser la peau, elle va y laisser... Et le curé de l'autre côté qui dit, il n'y en a pas question d'arrêter, d'empêcher la famille. Ça, c'est une des choses qu'on voit. Mort d'un enfant. Mortalité, il y en avait beaucoup plus à l'époque et plus jeune. Un sujet que je vais traiter, qu'on ne voit pas encore dans celui-là, je le prépare tranquillement. Un enfant trisomique. Dans les années 1900, au début, on les appelait, c'était l'idiotie mongoloïde, et on conseillait aux parents de les placer parce que ce seraient des idiots toute leur vie. On sait aujourd'hui que ce sont des personnes qui sont capables de faire un sacré bon bout de chemin dans la vie. Il y en a même qui sont rendus jusqu'à l'université. Donc, ils ont besoin d'être stimulés, oui. Puis, bon, je vais avoir un personnage qui ne sera pas capable de laisser aller ce petit bonhomme-là, qui est son neveu. Elle dit, OK, maman, m'en occuper, moi, puis je vais... Alors, c'est un autre sujet qu'on va traiter. On va se rendre compte que finalement, celle qui devait être stérile, ben, elle va en avoir un petit bébé à un moment donné. Une autre chose qu'on voit, qui est juste une phrase que je dis, mais qui nous met en contexte. Le médecin du village, pauvre lui, il a eu juste 4 filles, il n'y a pas de relève. On ne peut pas devenir médecin si on est une fille. Alors là, bon, c'est une chose. Alors, c'est toutes ces choses-là d'époque que j'essaie de rappeler, parce que pour moi, je pense que c'est important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir choisir où on veut aller. Comme peuple, comme gens, comme société, oui. Ça me fait penser beaucoup au Temps d'une paix. Je revois les filles de Caleb aussi là-dedans. C'est une belle histoire et ça nous replonge finalement dans une époque qui fait longtemps. Donc, pour vous, dans votre écriture, des histoires comme Le Temps d'une paix ou Les filles de Caleb, est-ce que vous avez suivi ça? Puis est-ce que ça vous a inspiré dans votre parcours d'auteur? C'est sûr que j'ai suivi ça parce que c'était des choses de qualité. En tout cas, pour moi, surtout Le Temps d'une paix. Ça a été du bonbon. Puis j'ai eu le plaisir de l'avoir en cadeau. Il y a 2-3 ans, mon mari m'a donné la série en DVD. Puis je l'ai écouté avec ma fille qui avait 9 ans à l'époque. On s'est tapé ça, 3-4 épisodes par soir. C'était un plaisir. C'est sûr qu'on peut, comme auteur, moi j'ai toujours considéré qu'on ne peut rien inventer. Si on veut parler de la vie, on peut je suis pas Dieu le Père, là. Moi, j'invente pas de nouvelles choses. Alors, oui, il peut y avoir des recoupements avec d'autres séries. C'est plutôt la façon de les dire et de les aborder qui devient unique parce que c'est la mienne. Mais
Je veux dire, la Première Guerre mondiale a commencé en 1914 pour tout le monde, puis elle s'est terminée en 1918 pour tout le monde. Je ne peux pas changer ça. Par contre, quand je me retrouve avec un personnage dans les tranchées, en France, avec les poilus, bien, c'est ma façon à moi de le voir et de le ressentir qui va teinter l'écriture. Mais quand il se levait dans des trous de but, il se levait dans des trous de but. On ne peut pas faire autrement. C'était comme ça à l'époque. Et c'est ma manière à moi de le dire qui va le rendre unique. Votre histoire place le fleuve au centre de tout ça. Je veux savoir, pour vous, qu'est-ce que représente le fleuve Saint-Laurent? Le fleuve a été notre première autoroute. Avant qu'il y ait des routes, c'était le fleuve. Si on avait besoin de tissu à la verge qui était débarqué par bateau à Québec, ben c'était les goélettes qui allaient le chercher. Là, ça n'arrivait pas par camion. Il n'y en avait pas de camion à l'époque. Alors, pour moi, le fleuve a été le lien. Le lien, c'est lui qui a amené la modernité dans les villages. Il l'a amené à la ville pour, bon, celui qui allait à la ville disait, hey, mon Dieu, c'est beau l'électricité. Puis il revenait chez lui, il ne l'avait pas, il était encore à la lampe à l'huile. C'était le contact entre les gens. Pour moi, le fleuve, dans cette série-là, est comme un personnage à lui-même, discret, mais il est le personnage qui unit tous les autres personnages. Il peut être terrible, le fleuve. Il peut être gourmand comme la mer, comme il peut être tranquille comme un lac. Alors, il est là, il est présent, il teinte le quotidien des gens. Puis, moi, je trouvais ça important parce que je pense que le fleuve a été un élément de notre vie de Québécois. C'est lui qui nous amène jusque chez nos voisins, jusqu'au Grand Lac. C'est un des plus beaux cours d'eau au monde. Alors, je trouvais important d'en parler. Il fait partie. Moi, petite fille, je veux dire, je me baignais là, à Lens-au-Flon. C'était une belle plage, en sable, puis j'avais de l'eau à terre. Ils me voyaient les orteils dans le fond. C'était bien beau, là. Alors, puis mes enfants se sont baignés aussi, sauf qu'eux autres, on disait, mettez pas la tête dans l'eau. On ne sait pas trop. Mais pour moi, le fleuve a toujours fait partie de ma vie. J'ai été élevée à Sainte-Foy, tout près de l'eau. J'ai vécu à Saint-Nicolas, tout près de l'eau. Combien de fois je partais pique-niquer sur le bord du fleuve. Mais le fleuve peut être traite aussi, là. À un moment donné, la marée monte, on est coincé, là, puis il faut se dépêcher à grimper parce que on sera pas assez grand. Alors, pour ceux qui sont déjà des lecteurs de Madame Descambre, qui attendent impatiemment les prochains tomes, quand est-ce qu'on va pouvoir voir la sortie de ces livres-là? Bien là, on fait ça vite cette année, vraiment. Là. Tome 1 au mois d'août, le tome 2 vient de paraître en octobre, le tome 3 pour le Salon du livre de Québec en avril et le tome 4 à l'été. On essaie là, de boucler la boucle dans d'un an. C'est énorme. Il faut dire par contre que moi, le tome 1 était déjà prêt pour le printemps. Puis ça a été une décision de la maison, décision éditoriale de le repousser en nous pour justement que les tomes se suivent assez rapidement. Puis moi, comme lectrice, j'aime pas ça attendre un an pour avoir ma suite. Alors, on va s'arranger pour... le tome 3 va bon train, il va être prêt pour Noël, le temps de le préparer. On devrait être capable là, de remplir la promesse qu'on a faite. D'ici l'été, la série va être complète. Alors, pour ceux qui veulent vous suivre, être au fait de vos derniers ouvrages, de vos projets futurs, où on peut trouver l'information? On a juste à venir me voir à l'autre bout ou aller sur mon site Internet qui habituellement est à jour. On devrait... Là, j'en ai perdu le contrôle. C'est la maison d'édition qui a pris le contrôle, mais j'aime pas ça. Je vais me réapproprier mes choses. Là. Mais normalement, ceux qui s'en viennent, les dates de tombée et tout ça, c'est là. Il y a une page Facebook aussi, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Par contre, je viens de commencer, là, une fois par mois, je vais m'adresser personnellement aux lecteurs, là, je pense qu'ils sont 2000 à me suivre, voyons donc. En tout cas, et je vais commencer là, à tous les mois à envoyer un petit message à ces gens-là, puis leur dire ce qui se passe dans mon bureau, parce que moi, les personnages se retrouvent dans mon bureau tous les matins quand j'écris. Alors, il y aura peut-être des petits scoops, des petites choses sur ce qui s'en vient. Alors, je vous remercie beaucoup. Une bonne main d'applaudissements à Madame Louise Tremblay-Descambre, qui est notre présidente d'honneur de ce 22e salon du livre.